Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette table ronde de l'Université de la Terre dédiée à la question de la pêche durable. Donc, je suis Sabine Roth-Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer, qui est une fondation qui s'appuie sur la générosité du public, des fondations, des entreprises, pour aller soutenir des centaines de projets de connaissances, de protection, de restauration des écosystèmes marins fragilisés et des espèces menacées, et puis qui mène aussi des projets d'éducation pour les plus jeunes comme les plus âgés de 3 ans à 103 ans. Autour de moi, des invités de qualité à qui je passe la parole pour qu'ils se présentent. Nolwenn. Bonjour à tous, je m'appelle Nolwenn Cor, je suis chef de cuisine du restaurant L'Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu et on est tout au bout du Finistère, à la Pointe Bretonne. Bonjour, moi c'est Charles Guiriec, je suis le fondateur de Poiscaille.fr, le panier de poissons en direct des pêcheurs français qui soutient 5% de la flotte française pour qu'elle pêche moins en gagnant plus. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Olivier Thébault, je suis chercheur à l'IFREMER et spécialiste des questions d'économie des ressources naturelles. Bonjour à tous, Cotrébil Jean-Michel, je suis marin-pêcheur en Martinique, président du comité régional des pêches maritimes et des élevage marins et président du conseil de gestion du parc naturel marin de Martinique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charles Brenne, moi je suis patron pêcheur pas très loin de chez Nolwenn, à côté de Brest. Et je suis aussi le fondateur d'une asso qui s'appelle Pleine Mer et qui essaye humblement d'accompagner la pêche dans une transition écologique, sociale et environnementale. Voilà, nous allons passer 1h30 ensemble. Je vais laisser nos invités s'exprimer, puis vous pourrez ensuite poser des questions. Alors la pêche, vous savez que c'est la seule activité qui demeure des activités humaines très très anciennes. Il y avait la pêche, la chasse et la cueillette. Il ne reste plus que la pêche qui aujourd'hui se déploie sur l'ensemble de l'océan, l'ensemble des bassins océaniques de la planète. Ce sont 80 millions de tonnes qui sont pêchées chaque année sur toute la planète, auxquelles il faut rajouter malheureusement de 20 à 26 millions de tonnes de pêche illégale, non déclarée, non réglementée. C'est une catastrophe parce que cette pêche illégale, non déclarée, non réglementée, finalement, bat en brèche tous les efforts qui sont menés pour tenter de garder une pêche durable sur la planète. Si le sujet vous intéresse, je vous encourage à aller lire le rapport que la Fondation de la Mer a publié en novembre dernier, qui comporte des explications sur ce que recouvre cette pêche illégale, non déclarée, non réglementée, comment elle est liée au crime organisé au niveau mondial, comment elle est liée à de l'esclavage moderne. Et ce rapport comporte aussi 89 préconisations que nous portons auprès des citoyens, auprès des pouvoirs publics, pour lutter contre ce fléau, encore une fois, ce crime organisé au niveau mondial. Alors ici, nous allons parler de pêche en France. Les Français, nous aimons le poisson. Il y a 96% des Français qui disent consommer du poisson régulièrement et 57% disent en consommer toutes les semaines. Alors on va se demander si on consomme trop de poissons, sachant que la consommation annuelle du Français, c'est 34 kilos par an et par habitant, alors qu'on n'en est qu'à 20 kilos au niveau mondial. Donc il y a une question sur la manière dont nous consommons, la quantité que nous consommons, et la manière dont nous pêchons en France. Alors pour commencer, Olivier Thébault, vous êtes donc économiste de l'exploitation des ressources halieutiques à l'IFREMER. Et ma question, c'est de savoir finalement ce qu'est la pêche durable. Est-ce que la pêche peut être durable? Et est-ce qu'on est capable aujourd'hui de planifier nos efforts de pêche tout en préservant les ressources halieutiques? Merci pour l'invitation à participer à cette table ronde. Alors, je dirais que s'il faut faire une réponse courte, oui, on peut, si on veut. Et en fait, finalement, le point de départ de toute la réflexion sur comment est-ce qu'on peut construire une pêche durable, c'est le constat que nos ressources halieutiques, c'est des ressources communes. Elles doivent donc forcément être gérées en commun. Et cette gestion en commun, elle repose sur deux grands principes. Le premier, c'est
de s'assurer que les prélèvements, les niveaux de prélèvement sont durables au sens de préserver le potentiel de reproduction et de production de ces ressources-là. Donc historiquement, on a eu beaucoup de travaux de nos collègues plutôt en biologie qui ont cherché à fonder les bases de mesures de conservation de ce potentiel de reproduction des ressources. Et puis le deuxième volet, c'est une fois qu'on a défini des niveaux de prélèvement qui permettent ce renouvellement, de déterminer les modalités selon lesquelles les possibilités de pêche qui sont déterminées peuvent être réparties entre les différents acteurs qui sont susceptibles d'exploiter ces ressources-là. Alors, si on regarde le premier volet, les mesures de conservation du potentiel de production de ces ressources, vous avez aujourd'hui deux grandes catégories de mesures. Ça va être des limites de capture, le fameux total autorisé de capture, et puis vous allez avoir des mesures qu'on appelle les mesures techniques qui portent souvent sur la sélectivité, l'idée qu'il vaut mieux laisser les poissons grandir, se reproduire le plus possible pour permettre la dynamique de long terme de maintien de ces populations marines exploitées. Si on prend les mesures de limitation des captures totales, vous avez aujourd'hui, l'OCDE récemment a fait un bilan à l'échelle de l'ensemble des pays de l'OCDE et des grands pays pêcheurs, Chine, Inde et Indonésie notamment. Vous avez de l'ordre de 60% des débarquements qui sont considérés comme étant restreints ou limités par des mesures sur les captures totales. Donc on a des mesures qui ont progressivement été mises en place au niveau international qui permettent alors de préserver, parfois de restaurer. On a quelques belles histoires de restauration ou de capacité à inverser des dynamiques qui, en l'absence de ces mesures de contrôle, étaient assez désastreuses. On a eu des effondrements de ressources historiques très connus et on a su en revenir dans le contexte européen. Vous avez notamment le merlu atlantique, dans le golfe de Gascogne et au-delà, dans l'ensemble de l'Atlantique Nord-Est, qui était mal en point dans les années 2000, et on a mis des plans de restauration en place qui ont permis de récupérer, presque de doubler les captures et de considérer que ces niveaux de capture sont durables. Le hareng en mer du Nord, une histoire d'effondrement spectaculaire dans les années 70-80, aujourd'hui se porte plutôt bien. À des échelles plus locales, à la Pointe Finistère, où je suis également basé, la langouste rouge, avec des efforts à la fois de limitation de prélèvements, mais aussi de limitation des prélèvements de petites langoustes et puis des mesures de gestion spatiale, a aussi connu ces dernières années un nouvel essor, une renaissance d'une pêcherie locale. Donc on a des preuves du fait que si on veut mettre en place cette régulation, ces mesures de conservation, on peut y arriver et ça donne des résultats qui parfois se démontrent en quelques années seulement. Ça peut aller relativement vite, avec en contrepartie cette question de la régulation, de la répartition de ces possibilités de pêche qui sont ainsi définies, qui est une question épineuse, qui est une question avec des dimensions économiques et sociales importantes. Et donc à chaque fois sur ces enjeux-là, on a vu se constituer des travaux de recherche qui essayent à la fois de comprendre les dynamiques des ressources pour comprendre où on peut fixer le curseur en termes de niveau de prélèvement, et puis peut-être de jouer sur ce curseur pour que les objectifs qu'on recherche tiennent compte des impacts de la pêche sur non seulement ces espèces ciblées, mais aussi d'autres espèces dans les écosystèmes marins, voire sur les habitats marins eux-mêmes, et en même temps de prendre en compte les dimensions économiques et sociales qui vont être attachées à toutes ces options qu'on peut prendre pour encadrer les pêches. Tout ça, bien sûr, sous couvert que les règles, les recommandations qui sortent de ces travaux soient reprises dans les politiques publiques et puis qu'effectivement, elles soient implémentées, appliquées avec le contrôle et la surveillance qui convient de mettre en œuvre. Alors vous avez évoqué beaucoup de sujets sur lesquels on essaiera de revenir ou peut-être dans les questions si vous voulez, et notamment la question des quotas et en particulier sur le thon où vous avez quelques bateaux qui concentrent une grande partie des quotas et c'est un sujet je sais qui intéresse certains membres de la table ronde, donc on y reviendra si vous voulez. Alors Jean-Michel Cottribé, vous avez, j'allais dire, vous êtes à la fois le bien et le mal, puisque vous êtes, non, je plaisante complètement. Vous avez une double casquette, quasiment schizophrénique au fond, parce que vous êtes président du comité des pêches de Martinique et en même temps président du parc naturel marin. Alors peut-être à titre personnel d'abord, comment est-ce que vous arrivez à gérer ces deux objectifs et puis
et puis ces deux missions, et puis comment, comme marin-pêcheur, comme patron de pêche, vous prenez soin de la ressource halieutique, à la fois pour votre activité professionnelle et puis pour votre engagement au service de la biodiversité marine. Merci Sabine pour l'invitation, et je reviendrai aussi sur mes propos, mais vous avez bien vu, c'est un jeune homme souriant avec 23 ans de carrière. Donc, dans très peu de temps, je vais terminer ma mission. Mais je reste quand même focalisé sur les années ancestrales, tout ce que nos prédécesseurs, nos anciens marins-pêcheurs ont fait en Martinique. Et une petite idée est arrivée, de me plonger sous l'eau, regarder un petit peu ce qui se passe. Et je me suis rendu compte que mes prédécesseurs, ils ont quand même été mauvais élèves, très mauvais élèves. Donc aujourd'hui, la génération actuelle, le mot qui ressort, c'est sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on a pêché en Martinique avec du trop petit maillage, en casier, en filet. Et aujourd'hui, on paye les conséquences. Donc je suis très à l'aise, Sabine, très à l'aise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au sein de la pêche, je ne dis pas que ça va mal, puisqu'il y a une saisonnalité. On voit éventuellement sur le territoire de la Martinique que depuis 2021, il y a une chromatologie qui est différente. Des vagues submersion. Vous avez constaté que même dans les dômes, vous voyez que les ouragans sont de plus en plus féroces, massacreurs. Donc, quand on met des casiers ou des filets, on perd tout. Et puis, sur le côté biodiversité, je vais dire honnêtement, c'est pour avoir plongé sous l'eau. Je me suis rendu compte que le blanchiment, il était déjà là, alors que mes prédécesseurs, ils n'en parlaient pas. Si on parle de résilience, oui. Je dirais que j'ai accepté, j'ai tout vu en 23 ans de carrière. J'ai vu du poisson, parce que je travaillais sur un bateau de pêche qui faisait de la Guyane, où on faisait de la pêche au casier. Donc j'avais quand même 3 jours de route. J'étais Bosco sur le navire, maître d'équipage, où on a vu comment ça fonctionnait. Et le plateau guyanais, il a été appauvri par ce réchauffement climatique aussi. Donc arrivé sur la Martinique, automatiquement, moi j'étais anti-parc. En gros, j'étais anti-parc. Et pourquoi je suis devenu président du conseil de gestion? C'est beaucoup d'utilisateurs. Donc, il y a des marins-pêcheurs, il y a des élus, il y a des hommes de loisirs, il y a un peu tout le monde. Et c'est là que je dis, écoute Jean-Michel, tu vas peut-être changer ton fusil d'épaule et arrêter là, tes conneries, parce qu'il faut quand même que tu sois aussi un scientifique. Et quand je viens ici à Paris, vous voyez un marin-pêcheur à Paris, dans le froid, c'est un peu compliqué. Parce que normalement, je vais être habillé en vêtements jaunes et puis un VFI. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je vous dis, aujourd'hui, au sein du parc naturel marin, on est vraiment bien tombé à la gouvernance. Où j'ai un voileux, j'ai un plongeur, j'ai une élue qui est quand même responsable et qui s'implique dans l'assainissement. L'assainissement aujourd'hui, qui est vraiment l'élément destructeur sur notre territoire, où 85% des stations d'épuration en Martinique sont non conformes. Donc aujourd'hui, il fallait quand même que le président du comité des pêches montre aussi ses connaissances, surtout parce qu'aujourd'hui, on parle du SCTLD, des maladies mortelles qui affectent les récifs durs dans la Caraïbe. Donc aujourd'hui, je suis très à l'aise pour en parler. Il nous manque des chercheurs, il nous manque des ingénieurs, il nous manque des techniciens. Aujourd'hui, pour vraiment faire quoi? On parle de projet Sheba, on parle de plusieurs projets. La Martinique, c'est une île avec 410 km² de côte. Aujourd'hui, quand on parle du trait de côte, aujourd'hui, beaucoup d'élus, oui, on les invite, ils ne viennent pas. Donc c'est un message. Malheureusement, ils sont tombés sur une os dure, parce que moi aussi, je suis un élu politique. Je le dis tout bas. Mais j'aime bien ce que je fais. Moi, je dis que l'œil véritable de tout être humain, c'est les yeux. Quand vous voyez ce que vous faites et c'est porteur, vous avez simplement à faire ça. Juste un passage de témoin aux générations futures. Vous n'avez rien d'autre à faire. Moi, je sais que je suis déjà grand-père, j'aurais quelque chose à donner à mes enfants, mes petits-enfants. Mais je sais qu'au niveau de la Martinique, je veux que quand on me voit, on voit un jeune qui est parti de rien, qui n'a aucun diplôme. Je suis très fier de le dire, je n'ai aucun diplôme, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas bachelier du tout, rien dessus. Mais j'ai pris cette mission parce qu'il faut que moi aussi je me perfectionne. Mais avec vos idées. Et au sein du parc, je peux vous dire honnêtement qu'on est bien équipé avec une gouvernance, avec une directrice.
On a une trentaine d'aires marines éducatives. Et quand vous entendez les élèves martiniquais parler de la biodiversité, vie, on doit se poser des questions sur nos attitudes. Merci Jean-Michel. Alors Charles, je sais que tu partages le goût en tout cas l'amour de la biodiversité marine et cette conviction dans tes tripes qu'il faut un nouveau modèle de pêche et qu'il ne s'agit pas de pêcher plus, mais de pêcher mieux. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut à la fois maximiser les emplois, maximiser la valeur générée de la pêche, tout en réduisant les impacts environnementaux de la pêche? Merci Sabine pour l'invitation. Vaste question. Alors, juste pour peut-être me présenter, c'est que j'ai un profil un peu particulier, c'est que je suis ingénieur de formation en sciences halieutiques. Et toi, tu es diplômé alors? Voilà, moi je suis diplômé, mais ce n'est pas forcément un gage de bon sens à l'avenir. Et j'ai commencé ma carrière notamment en ONG, j'ai bossé au WWF France sur les questions de pêche durable, et ensuite je suis parti à la pêche. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ce double intérêt à la fois sur la biodiversité et sur ce métier qui me fascine. Et j'ai d'abord été attiré par les femmes et les hommes qui le pratiquaient avant d'avoir un œil sur la biodiversité. Donc il faut garder à l'esprit ce qu'ont dit Jean-Michel et Olivier, et notamment le fait qu'il faut qu'il y ait un cadre de gestion strict avec une évaluation, avec ce qu'on appelle un TAC, donc un volume maximal de capture. Et ensuite, c'est là où mon association, on essaie d'intervenir en fait, pour essayer d'accompagner la transition, parce qu'il y a eu un effet un peu, entre guillemets, pervers de la gestion des pêches. Faut bien comprendre, tu l'as dit Sabine, qu'on ne peut pas pêcher plus, en fait ça on le sait depuis 30 ans. Voilà, depuis 30 ans, quels que soient les moyens qu'on mettra sur les océans, on va pêcher en gros une petite centaine de millions de tonnes par an, il faut avoir ça en tête. Voilà, on est monté un peu plus de 196, et là on redescend bien en dessous, et en gros voilà, on sait qu'on a ce gâteau qui ne grossira pas. C'est extrêmement compliqué dans le monde actuel politiquement d'assumer une croissance de production impossible. Donc on a un gâteau qui est fixe et il va falloir faire avec. Et ce qui est intéressant, c'est que politiquement et collectivement, qu'est-ce qu'on en fait? Je parlais d'effets pervers, alors là je parle clairement pour l'Union européenne et la France. Vous avez entendu parler des quotas. Les quotas, ils sont mis en place quand une espèce va mal, traditionnellement. En fait, il y a une alerte scientifique sur une espèce. On met en place un plan de gestion généralement et on va faire un TAC, donc un volume maximal de capture de cette espèce sur cette zone. Et les quotas, en fait, c'est des parts de gâteau, quoi. C'est souvent un abus de langage, mais on parle de total admissible de capture. Et quand on met une espèce sous quota, on doit répartir d'abord par pays et ensuite par organisation de producteurs et in fine quasiment par bateau. Et aujourd'hui, ce qui est toujours le fonctionnement pour la France, qui est là mon effet pervers, c'est qu'en fait, on est sur un principe d'antériorité. C'est-à-dire que quand une population de poissons va mal, on va finalement donner le plus de gâteaux à celles et ceux qui ont pêché le plus dans le passé. Et généralement, c'est pas loin de ceux qui sont responsables de l'état du stock. Donc, grosse difficulté pour celles et ceux qui travaillent différemment, qui travaillent une polyvalence, qui travaillent plusieurs espèces. Donc, il y a un vrai sujet. Donc, paradoxalement, on s'est battu. Vous connaissez tous la PAC pour l'agriculture. On a la même chose, nous, qui s'appelle la PCP. Et donc, collectivement, avec plein d'assauts, pêche comme environnementale, on s'est battu pour la dernière réforme il y a 10 ans pour qu'on inscrive dans le droit en fait, des critères qui ne soient pas ceux des antériorités. On a réussi à faire passer ça. C'est le fameux article 17. On se gargarise tous. Alors, c'est notre petite victoire, parce qu'on perd beaucoup quand on est en assaut, comme vous le savez. Mais les quelques victoires, on en est fiers et on en parle beaucoup. Et donc, on a réussi à faire inscrire cet article qui dit que les États membres doivent avoir des critères stricts et objectifs, environnementaux, sociaux et économiques dans la répartition des droits et des quotas. Cette PCP, elle est censée être appliquée depuis le 1er janvier 2014, de mémoire. La France, on a fait des avions en papier, je pense, parce qu'on n'a jamais appliqué autre chose que les antériorités. Et aujourd'hui, comme pas mal de stocks côtiers vont de moins en moins bien, c'est plutôt les petits qui trinquent en premier. Et la disparition, elle se fait plutôt par les petits bateaux aujourd'hui, en nombre. Ils sont plus nombreux, hein, mais la proportion en disparition, c'est eux. Et donc, pour revenir à qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait. Donc on a ce volume de poissons qui est limité par nature. Il faut donc appliquer ces principes, évidemment, et il faut aller vers quelque chose qui sera
le plus sain à mes yeux, qui va donc maximiser le nombre d'emplois, générer le moins d'énergie possible pour aller pêcher cette ressource, faire le moins de gâchis, c'est-à-dire que tout ce qu'on va pêcher, il faut le mettre sur le marché pour le consommer, et qui va avoir le moindre impact sur l'environnement, pollution comme habitat marin. Donc en fait, nous, ce qu'on promeut, et on est pour l'instant dans la difficulté politique, c'est que toutes les espèces qui passent à un moment de l'année à portée de bateau, des bateaux plutôt de la petite pêche ou de la pêche côtière qui ont des pratiques vertueuses. Alors, ce n'est pas suffisant juste d'être petit. Il faut aussi avoir des pratiques de pêche qui sont les plus vertueuses en termes d'énergie, en termes de sélectivité et en termes de qualité. C'est-à-dire qu'en gros, souvent, ça va bien, mais par exemple, la ligne que je pratique, ça fait souvent que les poissons arrivent à bord vivants. Alors, il faut avoir un abattage le plus sain possible et en faisant bien attention à tout ça. Et ça tombe bien quand on fait un peu attention à l'abattage. C'est aussi là qu'on va avoir un poisson de meilleure qualité. Donc, tout ça, c'est extrêmement précieux. Donc, pour valoriser ça, et ce qui tombe bien, c'est que quand on fait ça, on va avoir un meilleur prix au kilo. Et donc, le seuil de rentabilité, il va être atteint en ayant besoin de moins pêcher. Je prends un tout petit exemple. Là, l'hiver, moi, je pêche le maquereau devant chez Nolwenn. Je le pêche à la ligne et Charles, ici présent, me l'achète 7 € le kilo. Un détail. Ça me permet clairement de vivre correctement en pêchant entre 500 kg et 1 tonne. Aujourd'hui, je n'aurai qu'à 500 parce qu'il y a des restrictions, mais idéalement, avec 1 tonne de poissons par mois, je vis correctement en prélevant finalement peu de poissons. Ça vous pourrait paraître beaucoup, mais les chiffres d'après vont vous montrer que ce n'est pas vrai. Et sur quasiment le même territoire, dans la Manche, il y a des chalutiers pélagiques industriels immenses, contre lesquels notamment mon asso s'est battu, qui vont pêcher entre 100 et 120 tonnes de maquereaux par jour. Ce maquereau-là, il est congelé à bord, mis en carton, et il est à 100% exporté au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, à 70 centimes du kilo. Et quand on fait des ratios tout bêtes, alors je vais vous sortir des grands fichiers Excel, mais en gros, ils sont 15 ou 16 sur ce bateau-là. Clairement, si on retirait ces quotas-là, ces bateaux-là, et qu'on essayait de réinstaller ou de redonner des quotas à des petits bateaux qui sont dans la difficulté sur la côte, on aurait un ratio de 1 à 10 en termes d'emploi. Voilà, donc en fait, il faut vraiment aller vers ça, une pêche plus sélective, qui valorise et qui fait attention aussi aux femmes et aux hommes qui la pratiquent. Merci Charles. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu montres le système, enfin, l'aberration du système, où en réalité, quand on pêche, dans la quantité de pêche qu'on fait en France, il y en a un tiers qui est réexporté au lieu d'être utilisé, alors que sur l'ensemble de la consommation des Français, on importe les 2 tiers de notre consommation. Donc c'est un système qui est pas logique et qui est pas durable. Si on se dit que les Français aiment le poisson, qu'ils veulent manger du poisson, mais qu'en réalité on importe les 2 tiers de notre poisson tout en réexportant un tiers de la production, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, une des raisons pour laquelle ça se passe comme ça, c'est qu'il y a le top 3 de consommation des poissons en France. Est-ce que vous savez quel est le top 3 de consommation des poissons? Saumon, thon et cabillaud. Voilà, vous avez gagné. Donc, saumon, thon et cabillaud. Donc, les Français raffolent, et les Françaises raffolent de thon, de saumon et de cabillaud. Et donc, ça fait que ces poissons-là, on les importe de l'extérieur. Et par ailleurs, les Français disent que le poisson, c'est un produit de luxe. Il y en a 71% des Français qui estiment que le prix élevé des produits aquatiques est un frein à leur consommation. Et il faut aussi savoir que les catégories sociales les plus élevées achètent davantage de poissons frais que les catégories sociales les moins aisées. Les catégories sociales les moins aisées vont acheter à 30% des poissons. Quand ils veulent du vrai poisson, ils vont acheter du poisson surgelé à 30%, alors que les catégories sociales élevées vont acheter que 16% dans leur consommation de poissons de produits surgelés. Donc, Charles Guiriec, Charles, tu démontres, toi, qu'on peut gagner de l'argent en ne vendant que des poissons français, donc pas le thon, le saumon et le cabillaud, et en plus en les vendant cher. Comment fais-tu? Alors, merci pour l'invitation et merci pour la question. De la même manière, moi, je vais un peu aussi parler de mon parcours. Je suis un grand fan de pêche à la ligne, donc depuis tout gamin. Je suis devenu ingénieur agro spécialisé en pêche, donc on appelle ça un alieute. Et j'ai travaillé à la fois sur les bateaux de pêche où j'ai passé du temps avec les pêcheurs et j'ai compris la réalité que vit Jean-Michel à bord des bateaux. Et j'ai aussi passé plusieurs années à travailler à côté d'ici au ministère de la Pêche
où je suis un peu arrivé à la conclusion que c'est pas là que j'allais beaucoup changer les choses, parce qu'une conviction que politiquement, il n'y avait pas une grande volonté d'aller sur des choses ambitieuses avec une véritable feuille de route. Et à côté de ça, j'ai découvert le système des paniers de légumes, donc vous connaissez les AMAP et tout ça. Je me suis impliqué dedans et j'ai commencé à parler de poissons. Et c'est comme ça un peu que Poiscaille est né, inspiré de ce système de panier de légumes. Et moi, ingénieur agro, connaissant la pêche, connaissant la mer et avec les poissons que je vais pêcher, je me suis dit, je ne peux pas vendre ces poissons-là que je trouve nazes, aussi bien en goût, aussi bien en sourcing, aussi bien en impact environnementaux que sont ces saumons d'élevage, ces cabillauds qui viennent de l'autre bout de la Norvège ou de l'Islande, ces crevettes tropicales, ces thons qui viennent de l'autre bout du monde. Et donc, inspiré par ces paniers de légumes, c'est comme ça qu'on a lancé Poiscaille, en disant on propose que des poissons frais, durables et éthiques. Alors, ces grandes valeurs, tous les poissonniers vous voulez sortir, ou en tout cas, personne ne vous dira le contraire. Mais derrière, c'est quels sont les critères qu'on utilise pour mettre derrière ces valeurs. Souvent, on vous dit oui, nous sommes un vendeur de poissons, nous respectons la planète, nos enfants nous l'ont prêté, donc nous faisons attention à notre sourcing responsable, etc. Nous respectons les quotas de pêche partout dans le monde. Sauf que derrière, on ne gêne pas de vous vendre du poisson d'élevage nourri avec de la farine de poisson sauvage pêché dans les pays du Sud qui sont obligés de migrer vers l'Europe parce qu'ils n'ont plus de travail, du poisson chaluté en détruisant les fonds marins, voire parfois de la pêche illégale parce qu'on ne regarde pas trop d'où ça vient parfois et ça peut venir d'un peu partout dans le monde. Bref, un tableau pas hyper reluisant, mais qui ne se voit pas forcément quand vous êtes sur votre étal. Et donc moi, pour me dire, en fait, quand je vais regarder les consommateurs les yeux dans les yeux, je vais être droit dans mes bottes et je vais me dire, en fait, je sais que ce que je vous fournis, c'est clair. Donc chez Poiscaille, tout ce qu'on met dans nos paniers de poissons a été pêché maximum 72 heures, vous est livré 72 heures après la pêche. Quand vous allez sur un étal, c'est pas affiché et en général, c'est 2 à 3 semaines, souvent. Donc la fraîcheur est quand même un critère qui fait que les gens se détournent pas mal du poisson. Le gros point chez Poiscaille, c'est la durabilité, c'est-à-dire qu'on vous garantit que tous les poissons qu'on distribue sont sauvages français, pêchés par des bateaux qui font moins de 12 mètres, qui utilisent que des techniques douces, donc pas de chalut et pas de drague chez Poiscaille, et qui sortent à la journée pour être, un, sûr de la date de pêche, et deux, avec une fierté que les gens rentrent chez eux tous les soirs. On a beaucoup de témoignages de marins pêcheurs qui vous disent en fait, oui, j'ai pêché, oui, j'ai fait une belle carrière, mais en fait, j'ai pas vu mes enfants et en fait, je le regrette à la fin, après avoir passé des nuits entières en mer. Et sur la partie éthique, c'est de dire on paye plus cher les pêcheurs. Donc, on annonce 20% de plus que le marché pour les pêcheurs. Il faut savoir qu'en France, le poisson se vend beaucoup aux enchères, donc ce qu'on appelle la criée. Et Charles peut le témoigner, et tous les marins pêcheurs le témoignent, les prix varient extrêmement fort. De 1 à 10 d'un jour à l'autre, ou d'une semaine à l'autre, ou d'un mois à l'autre. Imaginez que votre salaire varie de 1 à 4 d'une semaine à l'autre, juste à cause de la météo, du travail des autres gens ou des vacances des Espagnols et des Italiens. C'est la réalité des marins-pêcheurs, pour lesquels la seule solution est de faire du volume tous les jours, en disant je paye les frais ou je mets de côté si je fais une bonne vente. Et donc l'idée, c'était de casser un peu aussi ce cercle vicieux en disant en fait, nous, on va garantir des bons prix aux pêcheurs avec Poiscaille, en disant il faut que Poiscaille leur permette de gagner plus pour pêcher moins, in fine, en disant j'ai une conviction profonde que d'abord, donnons plus d'argent aux pêcheurs, après, voyons s'ils pêchent moins. Et c'est ce qu'on est en train d'évaluer avec les scientifiques. Les scientifiques qui travaillent sur nos données, à qui on les donne de manière complètement transparente, nous disent que déjà, on paye les pêcheurs plutôt 40% de plus que le marché. Alors que nous, on pensait leur donner plutôt 20%, donc c'est plutôt une très bonne surprise. On vous a un peu menti, mais par omission, et dans le bon sens, c'était le seul critère qu'on ne maîtrisait pas. Et alors, comment on fait pour avoir une rentabilité économique? Alors, il faut savoir aujourd'hui, Poiscaille, c'est 28 000 clients particuliers, donc on vend des paniers de poissons à des particuliers. Ça nous permet de distribuer à peu près 50 000 paniers par mois. On est 70 personnes pour faire ça. Et grâce à ça, on soutient 250 pêcheuses et pêcheurs partout en France. Donc c'est presque 5% de la flotte française. Pour revenir sur ce sujet de la conso, ça veut dire qu'en fait, vraiment, en tant que consommateur, on a vraiment un pouvoir hyper fort de où est-ce qu'on met notre argent. Et moi, c'est ma fierté avec Poiscaille, de se dire, en fait, l'argent que les consommateurs nous donnent, on ne le met pas dans des saumons norvégiens, des cabillauds norvégiens et des gambas tropicales, on ne le met que dans des poissons français bien payés avec des techniques douces.
et pêcher avec des techniques. Et ce qui est hyper encourageant, c'est qu'il suffit de 30 000 personnes pour soutenir 5% de la flotte française. Imaginez si on était 50 000, 100 000, c'est pas beaucoup de personnes qu'il faut être pour transformer le système en profondeur et permettre à ces petits pêcheurs de lutter contre la pêche industrielle. Mon rêve ultime étant qu'un jour on ait assez d'argent pour racheter les chalutiers industriels et installer les petits pêcheurs tels que Charles. Je finis juste sur trois petits trucs. Nous, en fait, les consommateurs viennent chez Poiscaille et c'est une de nos forces parce qu'on a des engagements très forts et qui sont très clairs. On ne vous raconte pas des choses complètement vagues et complètement brumeuses. Ça fait que les gens s'intéressent à nous, ça fait que les médias s'intéressent à nous et qu'on est un peu les seuls souvent écoutés dans les médias. Il y en a qui râlent pour ça, mais en tout cas, c'est un vrai atout en tant qu'entreprise. Et deuxièmement, les consommateurs restent parce que nos engagements de fraîcheur sont réels et la qualité du produit est là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dès que vous éloignez des départements côtiers, le poissonnier a disparu, la grande surface est en train de fermer son rayon poissonnerie qui ne servait qu'à attirer des gens pour essayer de vendre du coca et de la bière en étant déficitaire. Et donc, il y a un déficit de poissons en France et il y a un déficit aussi de formation. Donc, Poiscaille vient pallier ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Poiscaille a la chance d'être encore là et d'avoir bien grandi. C'est parce qu'il y a un déficit de marché et il y a un déficit de connaissances de la part des poissonniers qui ne sont pas assez bien formés. Merci Charles. Merci. Alors Nolwenn, donc toi tu cuisines. Exactement. Et je crois que ta devise, c'est donner de la grandeur aux petits poissons. Donc déjà, c'est tout un programme que j'adore. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu choisis les poissons que tu sers à tes clients. Qu'est-ce que tu leur expliques à tes clients quand ils voient sur la carte le nom d'un poisson dont ils n'ont jamais entendu parler? Alors, pour être vraiment honnête, dans beaucoup de cas, c'est pas vraiment moi qui ai choisi les poissons que je sers à mes clients. C'est plus les pêcheurs qui sont en face. C'est pour ça qu'on va avoir des poissons qui ne sont pas dans les starfish qu'on retrouve dans les très grands restaurants gastronomiques. Et après, c'est tout un travail de communication avec le client. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire et qu'on a souvent, donc on a de la chance, c'est quand je suis arrivée à table, j'ai lu le menu. Il n'y a rien que j'ai aimé. Mais finalement, ça s'est très bien passé, j'ai tout apprécié. Voilà, parce qu'on part sur des poissons qui ne sont pas très sexy et qui donnent pas vraiment envie, quoi. Et donc, comment tu fais? Comment on fait? On les travaille bien évidemment au plus juste. On les sublime au maximum. Derrière, quand on communique avec le client, voilà, c'est expliquer pourquoi. Donc, les raisons, elles sont simples. C'est parce que la ressource, elle est là, parce que c'est des poissons qu'on a en abondance. C'est parce que c'est des poissons qui sont frais, qui ont souvent mauvaise presse due au voyage du poisson. Et quand vous mangez le poisson, quand il vient d'être pêché, quand il a été bien pêché, le poisson est très bon. C'est vrai que dans les grandes recettes à la française, vous avez, par exemple, je prends l'exemple de la raie. La raie, c'est un poisson qui est incroyable. Pourquoi on sert la raie grenobloise avec des capres, du citron, du vinaigre? C'est pour faire passer le goût de l'ammoniac. Voilà, et donc, du coup, les gens restent bloqués et ont un peu des traumatismes d'enfance, comme les petits cailloux dans les lentilles. De la raie à la cantine. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de poissons que te proposent les pêcheurs qui, a priori, sont dans ce « j'aime pas » de tes clients? Alors, dans les poissons qu'on a dans les j'aime pas, on a le rouget grondin, on a qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a forcément la raie, le taco, le chinchard. On en a beaucoup parce que je pense qu'il y a plus de poissons que les gens n'aiment pas, enfin ne croient pas aimer. L'aliment de sol, le carlet, on a beaucoup de poissons et ces poissons-là, des fois on met même plusieurs poissons dans l'assiette parce que moi je travaille avec un collègue de Charles et c'est quand il revient de mer, voilà, des fois on a la caisse et c'est un peu mélangé, quoi, on prend ce qu'il y a. Oups. Bon, en tout cas on a envie de venir dans ton restaurant. Charles, je reviens vers toi avec une question. Pendant cet hiver, pendant un mois, la pêche a été fermée dans le golfe de Gascogne. Est-ce que tu as arrêté de travailler? Est-ce que tu n'as plus eu aucun poisson à proposer à tes clients? Alors non, et surtout, on n'a pas compensé l'absence ou la limitation des captures par de l'import, ce qui a été un peu le message qu'on a entendu parler beaucoup. On va détruire la souveraineté alimentaire, etc. En fait, chez Poiscaille, nous, pour assurer les critères qu'on garantit à la fois sur la fraîcheur et sur les techniques de pêche, on a constitué historiquement un réseau qui est extrêmement réparti sur les côtes.
Donc on a des pêcheurs en Atlantique, bien sûr, dont certains étaient handicapés et ne pouvaient plus sortir. Mais on en a aussi en Manche, on en a aussi en Méditerranée, on en a aussi sur les lacs alpins, on en a aussi en Corse. Et donc, en fait, ces pêcheurs-là ont assuré l'approvisionnement pendant cette fermeture et cette limitation de capture. Deuxième point, on a été peu impacté parce que la limitation de capture pour éviter les prises de dauphins ne concernait pas tous les bateaux de 8 mètres, de moins de 8 mètres, pardon. Et chez Poiscaille, nous, on vous garantit des bateaux de moins de 12 mètres. Dans la réalité, on est allé chercher pas mal les biodynamiques de la pêche, on va dire, dans notre réseau de cœur, et on a beaucoup de pêcheurs qui sont à moins de 8 mètres. Troisièmement, on travaille beaucoup avec des pêcheurs qui pêchent à la ligne, au casier, en pêche à pied, en pêche en plongée. Et ces pêcheurs-là avaient encore le droit, parce que ces techniques ont très peu d'impact et ont très peu de risques de capturer des cétacés, de continuer à pêcher. Et ça nous a aidé en plus sur notre partie éthique, c'est-à-dire que chez Poiscaille, on garantit des prix paliers aux pêcheurs. Donc les pêcheurs, on leur dit que tu attrapes 1 kg ou 100 kg de poisson, le prix il est déterminé à l'avance et il ne sera pas dépendant du cours de la criée. Ça fait qu'en fait, les pêcheurs, ils ont un attachement assez fort à Poiscaille. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent, en fait, grâce à vous, tous nous disent, je vis psychologiquement beaucoup mieux mon travail de pêcheur et de pêcheuse. Parce que quand je rentre le soir, je sais combien j'ai gagné et je n'ai pas la mauvaise surprise du lendemain matin où quand je me réveille à 5 heures et je regarde le prix de la vente à la criée, c'est 10 fois moins que ce que j'imaginais. Donc ça me garantit une sérénité dans mon travail. Et en fait, ça fait que les pêcheurs, même si, comme il y avait moins d'offres sur le marché, ils auraient pu être tentés d'aller vendre 1 euro, 2 euros plus cher parce qu'il y avait beaucoup plus de demandes pour beaucoup moins, toujours la même demande pour beaucoup moins de poissons. Mais en fait, ils disent non, moi je joue le jeu de fournir à Poiscaille ma pêche, même s'il y a beaucoup de monde qui en veut, parce que je sais que dans 2 mois, quand la pêche va reprendre et que tout le monde pêchera du poisson, les prix de Poiscaille seront peut-être 2-3 euros plus chers que le marché. Donc, j'aurai cette garantie-là. Et donc, cette fidélité, elle nous a vraiment aidés pour garantir l'approvisionnement. Et dernier point, c'est que, en fait, il y a des poissons, et donc c'est les poissons beaucoup qui ont été limités sur le marché. Mais vous avez aussi beaucoup de coquillages, d'ailleurs, qui sont extrêmement vertueux en termes de consommation. Et donc, les paniers Poiscaille débordés de coquilles Saint-Jacques de plongée uniquement, de coques, de moules, de palourdes. Et donc, les consommateurs disaient, OK, pendant 1 mois, on a peut-être un peu moins de diversité dans les poissons, mais c'est le jeu. Merci de ces explications. Donc, la fermeture de la pêche pendant fin janvier, fin février dans le golfe de Gascogne, c'était pour éviter les captures accidentelles de dauphins. Ça a très bien marché en 2024, pardon, donc ça a été renouvelé en 2025. Et vous avez peut-être lu dans la presse beaucoup de débats pour savoir si effectivement ça empêchait les activités de pêche de se développer ou pas. Vous avez un exemple par ce que vient d'expliquer Charles sur le fait que en réalité, il y a d'autres techniques, d'autres engins de pêche qui permettent de continuer à pêcher dans le golfe de Gascogne. Alors, justement, ce sujet des engins de pêche revient souvent dans l'actualité. Vous savez qu'en France, on a un système d'aires marines protégées à la française, ce qu'on adore l'exception française. Donc, on peut chaluter dans les aires marines protégées. C'est une unicité, une exception française dans l'ensemble des aires marines protégées sur la planète. Et donc, Charles Brenne, je voulais que tu nous expliques un petit peu quels étaient, au fond, les engins de pêche, quels étaient leurs risques et quelles étaient les évolutions qui seraient nécessaires pour avoir une pêche durable et surtout sans impact, ou en tout cas en réduisant les impacts à leur minimum possible, engin de pêche par engin de pêche. Okay. Sans y passer une demi-heure parce que on a d'autres choses. On va aller assez vite, mais il y a une histoire en fait. Pourquoi on en est là? Il y a une histoire avec la France et le chalut. C'est une histoire d'amour malheureuse, mais c'est la réalité et elle n'a pas que des. Enfin, elle s'explique. Après-guerre, difficulté à alimenter le marché pour que tout le monde puisse avoir suffisamment à manger. Et clairement, dans un monde où l'énergie est pas chère, le chalutage, c'est ultra efficace. Ça pêche beaucoup en quantité assez rapidement. Donc, pourquoi pas? Le souci, c'est qu'on a fait une spécificité, vraiment une spécificité française. Dans d'autres pays, il y a du chalutage, mais pas dans la même proportion qu'on a chez nous. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le chalutage. En fait, c'est une espèce d'énorme chaussette en filet qu'on traîne derrière le bateau, qui est soit de fond, donc qui touche le fond marin, soit pélagique, qui
pêche en plein eau. C'est pas forcément mieux parce que généralement, hormis quelques exceptions, les chalutiers pélagiques qui sont de taille gigantesque, et je vous parlais des maquereaux tout à l'heure, c'est des chaluts qui peuvent avaler des avions les uns au-dessus des autres. Enfin, c'est des tailles complètement démentielles. Donc clairement, il y a une histoire avec le chalut qui est clairement dans l'œil du cyclone aujourd'hui, mais aussi à juste titre. Il a un impact pour le chalut de fond, il a un impact sur les habitats marins, parce que donc il frotte au fond. Il a un ratio énergétique pour le chalut de fond qui est catastrophique. Quand on fait le ratio entre le nombre de litres de gasoil qu'il faut pour produire 1 kg de poisson pêché au chalut, c'est monstrueux. Et il y a un gros sujet, j'en parlais aussi sur souvent les aspects un peu moins développés. Il est catastrophique en qualité. Enfin, c'est du prix au kilo qui est beaucoup moins bon. Le poisson meurt souvent dans le chalut. Souvent, c'est des marées plus longues. Il est conservé longtemps en cale, souvent un peu écrasé dans le chalut, puis après en conservation. Donc, in fine, il est beaucoup moins cher au kilo. Et un autre truc qu'on dit rarement, en fait, c'est aussi une pratique qui est, à mes yeux, ultra impactante pour les femmes et les hommes qui sont à bord de ces bateaux-là. Alors, je reviendrai sur ça sera plus simple pour les autres techniques de pêche, donc je ferai moins long. La plupart des rythmes sur un chalutier, la plupart des chalutiers ont un rythme assez régulier. Ils partent, alors quelques-uns partent à la journée, mais la plupart partent entre 5 et 15 jours pour la flotte hauturière, celle qui fait le gros du volume débarqué en France. Et le rythme, une fois qu'on est sur zone de pêche, souvent il y a parfois entre 1 et 2 journées de trajet, c'est que le chalut est remonté, on dit qu'il est viré toutes les 3 heures, tout le temps. Et en fait, une fois que le chalut est viré, il y a entre 1 demi-heure et 2 heures et demie de travail. Ça dépend de ce qu'il y a à trier comme poisson, ça dépend s'il faut le réparer. Et ça, en cycle permanent. C'est-à-dire qu'on part 15 jours et clairement pour les organismes, c'est prouvé, hein, il y a beaucoup de difficultés de suivi. Il y a eu c'était tabou, maintenant c'est un peu moins tabou, mais il y a eu des problématiques de drogue notamment, parce que c'était clairement un des seuls moyens de tenir dans ces conditions-là. Donc voilà, on voit bien que le chalut, il a clairement tous les désavantages et on se confronte... je suis désolé si Jean-Michel, tu le prends mal, mais le Comité national des pêches, par exemple, l'interprofession, à mes yeux, a clairement un aspect religieux avec cet engin de pêche et va, coûte que coûte, le défendre, se sentant agressé par des ONG souvent virulentes, mais j'y ai participé et je pense qu'elles ont raison d'être radicales. Et donc, on arrive à une confrontation assez délicate. Donc, on a bien compris, le chalut, en tout cas, le bannir de tous les océans, je n'en sais rien. En tout cas, le réduire drastiquement, c'est d'une évidence. Et ça va dans le sens de l'histoire sur tous ces points de vue. Alors les autres techniques, donc on va aller vite sur celles qui sont les moins impactantes. Charles a parlé de la plongée. Alors généralement, quand on va sous l'eau et qu'on prélève les coquilles Saint-Jacques à la main, forcément c'est assez doux. La ligne, elle est clairement normalement moins impactante, généralement parce qu'on pêche les poissons un par un. Mais il y a aussi des long lines, donc en gros des palangres, c'est des lignes avec plein d'hameçons. Et il y a eu des drames, notamment au niveau de l'équateur, dans les zones tropicales, où on pouvait mettre des lignes immenses et laisser très longtemps et avoir des captures accidentelles de tortues, de requins. Donc en fait, il y a le casier que vous connaissez peut-être pour les crustacés. Donc là, c'est plutôt cool. C'est un piège où tout est remonté vivant et si... le tourteau est trop petit, l'araignée est trop petite, si on a pêché un con qu'on n'a pas envie de garder, on peut le remettre à l'eau facilement. Avec un impact moindre, parce qu'en fait, on va poser ces casiers au fond de l'eau et les remonter sans traction. Et puis, il y a une technique de pêche qui est un peu entre les deux et qui, à mes yeux, passe un peu en dessous du radar, qui est le filet. Le filet, ça ressemble à un filet de tennis, mais beaucoup plus haut, avec différentes tailles de mailles et avec différentes conceptions. Il y a le filet droit, donc qui est une seule nappe de filet, avec une seule taille de maille généralement, où uniquement les poissons d'une certaine taille vont se faire avoir. Et après, il y a, à mes yeux, qui est un drame, mais moins dit, qui est le trémaille, donc qui est un filet avec 3 nappes. Et donc des nappes extérieures plus grandes, avec des grandes fenêtres en gros, et une nappe au milieu plus petite, et les poissons vont venir se pocher dans ce filet. Et ça, on le dit rarement, mais la technologie, donc ça c'est le nylon qui est arrivé dans les années 60-70, en fait, c'est d'une efficacité redoutable en fait. Alors oui, ça traîne pas sur le fond, mais si on en met beaucoup, si on met des petites mailles, si c'est mal géré, on peut aussi avoir des impacts délicats. Donc voilà, en gros, il n'y a pas d'engin parfait, mais le sens de l'histoire, c'est plutôt d'aller vers la plongée, la ligne, les pièges, donc comme les casiers, faire attention au filet parce qu'il y a à boire et à manger, et le chalutage a clairement, à mes yeux, pas d'avenir, ou délicatement, sur certaines conditions, mais très peu d'avenir pour une pêche durable et des océans bien conservés.
Bon, j'espère que vous avez tous compris, sinon vous pourrez poser des questions. Il y a un autre système qui s'appelle les DCP, les dispositifs concentrateurs de poissons. Jean-Michel, je crois que ils sont utilisés à la Martinique, mais avec des DCP ancrés et pas des DCP dérivants. Est-ce que tu peux expliquer à l'Assemblée ce dont il s'agit et quelles sont les conséquences dramatiques des DCP dérivants? Tout à fait. Charles, je voulais sincèrement te dire, pour la boutade, je ne partage pas tout du comité national. Hein. Donc, quand on parle de pêche durable, c'est avec des hommes, c'est pas avec des femmes, mais pas avec des machines. Moi, je préfère le dire. Donc, la technique du DCP, c'est vrai qu'en Martinique, on a du DCP ancré, contrairement en océan Indien, où il y a le DCP dérivant, qui est très dévastateur. Donc, on a privilégié au sein du comité le DCP ancré. Pourquoi? Parce que c'est un DCP collectif, contrairement au territoire de la Guadeloupe où c'est privatif, où il y a une certaine quantité de professionnels qui ont leur propre DCP. Le DCP collectif, donc, c'est vers une pêche durable, vraiment une pêche durable. C'est un hameçon, un poisson. Alors, contrairement aux collègues de l'Hexagone qui ont eu l'arrêté cétacé, mais je l'ai demandé aussi, hein, parce que nous avons des globicéphales qui viennent nous embêter, puisque on met des petits thons à l'hameçon, eh bien, ils les prennent, mais on n'a pas de subvention, on n'a jamais été aidé pour ça. Et on en parle au comité national. Donc, voilà un petit peu. Alors, je parlerai aussi de ces DCP, puisqu'il y a quand même un impact. Pourquoi on parle de DCP? Parce que c'est le catalyseur de la ressource halieutique actuelle en Martinique, puisque aujourd'hui, je vends mon produit martiniquais et le plus mauvais produit qui a été déversé dans les terres martiniquaises, c'est la chlordécone. Donc, nous avons actuellement 40% de zones côtières imparties par la chlordécone. Et vous avez entendu des arrivées massives de sargasses. Donc, nous sommes confrontés à ces aléas. Tout ce qu'on a, on l'a tout récolté. Donc, aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller vers cette pêche, de respecter quand même... on n'a pas de quota, hein, on va le dire simplement, on n'a pas de quota, mais respecter quand même la saisonnalité. Mais pour aller vers cette pêche durable, il faudrait de l'équipement. Donc c'est un combat que nous menons au sein du comité régional des pêches, avec la collectivité territoriale de Martinique, pour équiper tous les ports, en machine à glace, en chevre froide, pour inciter la profession à rester le maximum en mer, parce qu'on fait quand même des journées assez rudes, 12 heures de temps. Donc entre le temps de navigation, pour aller sur les premiers DCP qui sont à une quinzaine de milles, voire certains qui sont à une trentaine, voire une quarantaine de milles, donc ça fait beaucoup. Et puis nous, au sein de... Je reviendrai aussi sur ce que disait Charles, et je te remercie, et je vais vous présenter quelque chose que nous fournissons au sein de notre comité, donc pour faire la différence entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs, on va dire, amateurs. Donc tous nos professionnels sont équipés avec le logo du comité, la carte professionnelle et un macaron. Donc par rapport à la chlordécone, on était obligés, pour vendre quand même un produit de qualité, il fallait quand même faire la différence entre le pêcheur professionnel et le pêcheur plaisancier. Et surtout qu'il y a de la pêche, pas de la pêche INN, mais surtout du braconnage. Malheureusement, ça a eu un effet, un impact considérable sur les ressources style lambi et l'oursin blanc. La chlordécone, aujourd'hui, a eu l'assainissement également, a eu un impact aussi sur cette ressource. On parle de 17 tonnes en 2020 à 930 kilos, en 17 tonnes en 2017 à 930 kilos en 2020 de gonades d'oursin. C'est une chute considérable. On n'a jamais eu d'aide pour cela, malgré les efforts faits, malgré les retours au niveau des différents ministères. Au sein du comité, nous y travaillons également. Ce qu'on a vu en Corse, on voit on fait de l'élevage d'oursins, on est très preneur, on est très patient. La patience a des limites, mais moi je dis au fil des temps, mais il faudrait peut-être qu'on trouve, et je trouve très intéressant les intervenants. Bon, je ne vais pas taper sur Olivier, parce qu'il sort de l'Ifremer, c'est vrai qu'on est on a cette épée de Damoclès sur la tête, les territoires d'hommes. Parce que la pêche INN est fortement touchée en Guyane. Et le président de la Guyane, Léonard Ragnot, il bataille dur. À La Réunion, il y a quand même cette pêche industrielle. Et je reviens exactement à ce que disait Charles. La pêche durable, aujourd'hui, on ne peut pas accepter que ce soit la pêche
pêche industrielle. Si on parle de pêche artisanale, le mot artisanal, il faut que les petits artisans y contribuent. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est tous ici sur le même bateau. Vous avez en face de vous des capitaines, vous faites partie de l'équipage, vous avez à transmettre les messages, parce que ces messages, c'est toujours porteur, hein, parce que vous mangez du poisson. Nous aussi, on mange du poisson. Et je vais vous dire honnêtement, en Martinique, on mange beaucoup de poissons. Beaucoup. Surtout que nous sommes une île très religieuse, très catholique, où là, on est pendant la période du carême, où tous les vendredis, alors je peux vous dire que les familles martiniquaises, elles consomment énormément de poissons, même quand le congélateur est rempli de glace. Ils enlèvent les bouteilles de glace et ramènent encore du poisson. Donc c'est des choses à faire. Je vends mon produit martiniquais, je vends à ma destination aussi, hein. C'est quand même mon île. Mais je compte vraiment sur les collègues après pour répondre à vos questions. Mais sincèrement, je peux vous dire que c'est le DCP. Je dirais que si vraiment on se calque dessus, c'est l'avenir de la pêche durable. Avec un hameçon, un poisson. Mais merci beaucoup. Alors, puisqu'on parle de la responsabilité individuelle, Nolwenn, toi, je sais que tu dis souvent que manger est un acte citoyen. Donc, comment est-ce que on peut éduquer les citoyens et les citoyennes sur la consommation de poissons? Comment est-ce qu'on peut leur faire comprendre que ils peuvent se risquer sur un poisson dont le nom est un peu bizarre, un poisson qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est compliqué d'acheter du poisson. C'est facile d'acheter un steak, on sait ce que c'est. Hein, il y a finalement des viandes, il y en a très peu de noms de viande, d'animaux. Et puis en plus, on en mange de moins en moins, donc c'est encore plus facile. Et surtout, on sait la cuisiner. Un steak, on sait le cuisiner. Un poisson, c'est toujours compliqué à cuisiner. Et puis en plus, si on achète un poisson entier, parce que c'est un petit poisson, il faut enlever la tête, il faut parfois le vider, il faut enlever les arêtes. Tout ça, c'est compliqué. Alors, comment est-ce que on peut éduquer les Françaises et les Français à choisir leur poisson chez leur poissonnier? Qu'est-ce qu'on peut, et après, et à avoir envie de le cuisiner? Alors tout d'abord, ça c'est vrai que c'est un souci qu'on a en France. Sur la viande, les catégories de viande, il y a des labels, tout est assez bien étiqueté, c'est assez lisible. Sur le poisson, on n'a aucune lisibilité. On n'arrive pas à comprendre. Donc déjà, le premier conseil, c'est d'avoir un poissonnier qui fait bien son boulot. Alors ça paraît facile à dire comme ça, mais effectivement, quelqu'un avec qui pour avoir une bonne communication et qui, lui, va connaître précisément ce qu'il a acheté. Ça, je pense que, c'est la base. 2, c'est de faire attention. On le dit souvent, c'est assez bateau de dire ça, mais manger moins de poissons, mais manger mieux, se faire plaisir avec un beau poisson. Voilà, donc la semaine prochaine, vous dites en famille... Hello, je me suis inscrit à Poiscaille et on dégage les avocado toast au saumon du brunch. Je pense que c'est des petites et les pokéballs. Exactement. C'est donc déjà parce que après voilà, on n'est pas parfait. Faut éviter de trop culpabiliser les gens ici. Pour être honnête, même moi, je me suis rendu compte que j'ai acheté des croquettes au poisson pour mon chat récemment et du coup j'ai culpabilisé, j'ai changé, mais voilà, on met du poisson et on le consomme un peu n'importe comment, enfin voilà, on consomme un peu n'importe comment. Après, pour bien cuisiner le poisson, alors moi j'ai une astuce qui est infaillible pour ce qui est coquillage. Si vous avez un doute et que vous n'avez pas lourde, coque, moule, tout ça, vous avez bien évidemment la persillade qu'on connaît, mais qui peut être un peu bancale des fois. Il y a quelque chose, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, il y a quelque chose de simple et naturel, vous faites bouillir de l'eau avec un petit peu de sel, vous prenez vos coquillages, vous les plongez, vous comptez jusqu'à 5, vous les enlevez, ça vous fait des coquillages sublimes. Ils sont entre le cru, le cuit, c'est parfait, il n'y a pas besoin de technique. Derrière, c'est un petit atelier, là tout le monde, hop, on les décortique, on peut juste les mettre sur un poisson, sur des pâtes, où vous voulez, ce sera parfait. Croyez-moi, c'est vraiment la meilleure technique à coquillage. Et pour le poisson... Vous avez les poissons, pas de prise de risque, je le mets au four entier, mais dans ces cas-là, il faut que ce soit vidé. Et bon, bien sûr, on aura enlevé la peau avant avec quelques aromates sympas. Et sinon, surtout les poissons que vous allez cuire, les poissons qui ont la peau d'un filet, donc c'est les filets qui ont la peau. Moi, j'ai une technique, encore une fois, qui est infaillible. Une technique pour les novices, vous mettez votre poêle avec un filet d'huile, huile d'olive, huile de pépin de raisin, des huiles qui tiennent bien la cuisson, sur la peau. Et... Tel un bateau, il va falloir laisser faire l'inertie. Quand vous voyez que le blanc monte au 1/3
du filet, c'est parfait. On prend une petite noix de beurre, on met 2 cuillères, on arrose 2 cuillères, on peut mettre de l'huile, hein, bien sûr. On arrose 2 fois. Et juste en le retournant dans votre assiette et en attendant 3 minutes, ça va être parfait. Mais encore une fois, voilà, la leçon de tout ça, si je peux me permettre, en tout cas, c'est moins c'est cuit, mieux c'est. Et cru, c'est d'autant mieux. Si c'est possible de le manger cru, mangez-le cru. Bon, bah avec ça, on n'a qu'une envie, c'est de foncer dans ton restaurant. Alors, avant de vous passer la parole à la salle, j'aimerais même me retourner vers toi, Olivier. Parce qu'au fond, si on s'imagine une carte de France et l'espace maritime, la ZE, comme on l'appelle, finalement, il y a un espace de jeu qui est très large pour aller pêcher. Il y a des aires marines protégées dans lesquelles on espère qu'un jour, on n'aura pas le droit d'aller pêcher au chalut. Mais il y a plein d'activités qui se passent en mer. Il y a des éoliennes, il y a des activités de loisirs, il y a du transport maritime. Comment on peut gérer de façon durable cet espace maritime français en s'assurant d'une pêche durable? Merci Sabine pour la question. Alors c'est vaste débat en 3 minutes. D'accord, on règle le problème de l'aménagement spatial de nos côtes. Je voudrais revenir peut-être juste sur un aspect, c'est que sur l'état des ressources, l'Ifremer produit régulièrement des éléments de diagnostic. Le dernier qui est paru très récemment disait on a à peu près 60% des populations qui sont exploitées par la pêche française qui sont considérées comme durablement exploitées, soit elles sont en bon état, au sens de proches de niveaux qui permettent d'en extraire les maximums possibles sans remettre en question le renouvellement futur, soit on pêche suffisamment peu pour qu'elles y arrivent assez vite. Ce qui veut dire qu'on n'y est pas complètement. Les objectifs, c'était 100% à l'horizon 2020 dans les premières versions de la politique commune des pêches. Donc il y a déjà une marge de progression à ce niveau-là, certainement. Puis il y a un autre signal qui est sorti de ce diagnostic, qui est qu'on a des inquiétudes sur des tendances de ce qu'on appelle le recrutement, c'est-à-dire l'arrivée des jeunes poissons qui ont réussi à passer du stade de larve à juvénile, puis qui rentrent dans la population qui est exploitable par la pêche. Et il y a plutôt des tendances, on a à peu près 30% des volumes débarqués par la pêche hexagonale qui sont issus de populations dont les tendances sont déclinantes, ce qui donne des signes de dégradation peut-être plus large des conditions environnementales, de la qualité des écosystèmes et des multiples pressions peut-être dont on a entendu parler, qui existent un peu partout, y compris dans les Outre-mer dont Jean-Michel parlait. Donc il y a un vrai enjeu de réflexion sur la pêche à l'échelle des populations exploitées, mais au sein des écosystèmes littoraux et plus hauturiers, en intégrant les autres activités qui peuvent exercer des pressions sur ces fonctionnements d'écosystèmes. Et donc on parle d'aires marines protégées, etc. Je crois qu'une des dimensions sur lesquelles on essaye de réfléchir et de voir comment avancer en termes de travaux de recherche qui pourraient informer ces débats sur qu'est-ce qu'on veut comme pêche et comment est-ce qu'elles peuvent se faire peut-être des transitions dont on a entendu parler là dans les différentes interventions. Mais il faut avoir la capacité aussi à apporter des connaissances qui informe sur non seulement ce qui va se passer à une échelle très locale dans telle ou telle aire marine protégée, dans la partie strictement protégée de cette aire marine, mais aussi plus largement dans l'ensemble de ces systèmes-là, ce qui suppose aussi d'améliorer les connaissances qu'on a de la distribution spatiale des activités. Et puis, on a entendu beaucoup parler des dimensions économiques et sociales qui sont essentielles pour que ça puisse fonctionner, ces questions de transition. Et donc, pour construire des scénarios, imaginer des évolutions possibles, il faut aussi qu'on s'intéresse aux aspects humains, qu'on renforce les collectes d'informations qu'on peut avoir sur qui sont les acteurs du monde maritime, comment est-ce que les filières s'organisent. On parlait des consommateurs. Il y a finalement encore peu de travaux sur comment se représentent les produits de la mer, comment les consommateurs se représentent les produits de la mer. Et en faisant progresser cette compréhension-là, on peut peut-être aussi améliorer notre capacité à éclairer ce débat-là sur qu'est-ce qu'on fait de nos mers côtières et hauturières. Oups. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse la parole maintenant, si vous avez des questions. Alors, j'en ai une là-bas, oui, et une ici. OK. On va peut-être en prendre deux. On va les prendre 2 par 2, comme ça, ça laissera pas mal de gens de poser des questions. Allez-y.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation qui fut très intéressante. Moi qui ne connais pas grand-chose à la pêche et la surpêche dans nos eaux. Et j'aurais une question pour le fondateur de Poiscaille, Monsieur Guiriec. Donc je trouve que c'est une initiative vraiment superbe. Et vous avez vous avez donné quelques chiffres, notamment que vous avez 28 000 clients. Et je voulais savoir, en termes de défis, ce que ça représentait pour continuer à s'étendre pour votre fondation Poiscaille, et aussi vis-à-vis des grandes surfaces, des prix qu'ils proposent qui sont beaucoup plus bas sûrement que les vôtres, je pense, et aussi pour essayer de toucher au niveau de la communication les familles qui sont peut-être moins aisées et qui ont moins de chances d'aller vers vous, si vous avez des solutions vis-à-vis de ça. Bonsoir, merci vraiment pour cette table ronde et pour ces échanges. Moi, ma question, elle est de savoir, à travers vos exemples, comment on peut aujourd'hui faire boule de neige, comment on peut vos exemples puissent servir de démonstrateurs pour massifier ces initiatives. Est-ce que vous avez des idées? Et très clairement, vous, en tant que capitaine, je reprends les mots du président, quelles sont vos attentes pour des grandes conférences comme l'UNOC sur la pêche? Est-ce que vous avez des attentes précises? Et puis ma deuxième question, c'est pour vous, on en est où? Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à progresser? Est-ce qu'on est dans ce temps de progression? Est-ce qu'on est dans un temps de pause? Ou est-ce qu'on est dans un temps de régression? Considérant que sur l'agriculture, aujourd'hui, toute la presse internationale, nationale le dit, on est dans un temps de régression sur l'agriculture. Est-ce que sur la pêche, vous ressentez la même chose? Merci. Je te laisse répondre sur Poiscaille et puis j'organiserai la question. Quelques éléments peut-être aussi de réponse. Réponse sur Poiscaille et puis après on laissera les autres. Alors d'abord, merci pour les compliments. En fait, nous, franchement, le défi numéro 1 avec Poiscaille, c'est avoir plus de consommateurs. Parce qu'en fait, on a en France, donc on travaille avec 250 pêcheuses et pêcheurs, il y a à peu près 3000 bateaux en France qui rentrent dans nos critères ou avec lesquels on pourrait travailler. Et même, je pense que le jour où on atteindra les 500, les 1000 bateaux, on aura une surface financière suffisante qui nous permettra d'inciter ou d'aider à l'installation des jeunes pêcheurs, donc presque d'augmenter notre vivier de fournisseurs parce qu'on sera suffisamment gros. C'est pour ça que vous allez trouver à la sortie de cette conférence des petits flyers Poiscaille avec 10 € de réduction sur votre premier panier, sur vos premiers paniers. Et franchement, c'est un soutien dont on a vraiment besoin pour vous faire l'histoire. L'année dernière, on a failli faire faillite parce que, à cause de toutes les difficultés économiques qu'on a pu connaître suite à la fin à la sortie de Covid, donc les consommateurs sont revenus vers les loisirs et manger bien, c'était un sujet beaucoup moins intéressant. Suite au coût de l'énergie avec la guerre en Ukraine notamment et donc le ralentissement global de l'activité, nous, on n'est pas passé loin de la faillite. Et ce qui est extrêmement encourageant, c'est qu'on a fait appel à notre communauté, à nos consommateurs, et tout le monde s'est ultra mobilisé. Et aujourd'hui, on est arrivé à l'équilibre économique pour Poiscaille. Donc, on a gagné plein de nouveaux abonnés. On était à 20 000 en août dernier. On est à quasiment 30 000 aujourd'hui. Et grâce à ce volume-là, on est stable et on est pérenne en restant fragile. Donc, c'est pour ça qu'on a encore besoin de nouveaux consommateurs. Donc, le défi, il est vraiment à ce niveau-là. Vis-à-vis des supermarchés, alors, honnêtement, Poiscaille est à peu près au prix d'un poissonnier de quartier ou d'un poissonnier de marché. Moi, j'ai essayé de faire des comparaisons comme je pouvais, mais on est dans le même prix au kilo globalement, sans prendre en compte le fait que la qualité, je pense, est largement supérieure, et sans prendre en compte le fait que la durabilité et la rémunération des pêcheurs sont également supérieures. Mais toutes choses égales par ailleurs, on va dire. Je ne sais pas si on peut le dire à ce moment-là. Bref. Et en comparant avec les prix du supermarché, en gros, on est à peu près 30 à 40% plus cher qu'en supermarché. Sachant qu'en supermarché, le bio est 80% plus cher que le conventionnel. Donc en gros, on n'est pas tellement plus cher que ça, que les prix qu'on voit en supermarché. Et il faut prendre en compte aussi le fait qu'en supermarché, le rayon marée est déficitaire, donc il ne gagne pas d'argent avec le rayon poissonnerie. Il ne sert juste qu'à attirer des consommateurs qui viennent acheter du poisson frais et achètent d'autres produits sur lesquels les marges sont beaucoup plus importantes. Et c'est peut-être un peu élitiste, mais aujourd'hui, l'enjeu de Poiscaille, il n'est pas forcément d'aller
satisfaire le grand public et les gens qui ont peut-être le moins de moyens. Il est de fédérer 100 à 200 000 clients qui ont les moyens ou l'envie de mettre de l'argent dans leur alimentation vertueuse pour changer les choses. Parce que nous, l'urgence, elle est aujourd'hui que les petits pêcheurs comme Charles, ils soient pérennes et ils résistent sur le long terme à la pêche industrielle. Et pour ça, il faut que Poiscaille soit là pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans. Parce que si on veut que les pêcheurs pêchent moins, il faut qu'ils aient la garantie d'avoir une rémunération stable grâce aux consommateurs derrière. Et c'est nous, on est que ce vecteur-là. Et donc d'abord, l'idée, c'est d'aller toucher les 50 000, les 100 000 clients avec Poiscaille. Et après, derrière, on ouvrira complètement les vannes pour aller dire allons chercher du poisson moins cher. Je terminerai avec la nouveauté de nos derniers paniers au Poiscaille. C'est qu'aujourd'hui, le panier Poiscaille coûte 22,90 € le kilo de poisson, on va dire, prix de base. Vous avez des paniers qu'on appelle bons plans, dans lesquels vous allez retrouver du mulet, du maquereau, des poissons moins connus et abondants, qu'on ne paye pas cher aux pêcheurs. Et donc, à ce moment-là, le panier est à 16,90 € le kilo. Ce qui, pour un poisson de cette qualité entier, je pense honnête et payable une fois par mois par une bonne partie de la population. Merci. Alors, UNOC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la conférence des Nations Unies pour l'océan, United Nations Ocean Conference. Elle va se tenir en juin. C'est la 3e conférence de l'ONU sur l'océan. Alors, vous voyez, on en est à la COP 30 pour le climat et à la 17 pour la biodiversité. C'est seulement la 3e conférence de l'ONU pour l'océan, pour vous dire que l'océan, ce n'est pas forcément le grand sujet de l'ONU. Donc, elle se tient, c'est une bonne nouvelle, en France, en juin. La question, c'est de savoir si l'océan, enfin, si la pêche va être traitée. Elle va l'être un peu, et elle va l'être surtout à travers le prisme de la pêche illégale, dont on a parlé un petit peu, pêche illégale, non déclarée, non réglementée, qu'il faut absolument combattre. On en a en France, on en a notamment beaucoup en Guyane. L'État français lui-même dit qu'il y a 3 fois plus de pêche illégale dans les eaux de Guyane que de pêche légale. Pardon ? Et ils ne font pas assez, du tout. Donc ça, c'est un sujet sur lequel la Fondation de la Mer s'engage très, très fortement, parce que ça ne sert à rien d'avoir des gens brillants de l'Ifremer qui font des calculs de savoir ce qu'on peut pêcher, si derrière, vous avez un poisson sur 5 qui est pêché de façon illégale. En fait, ça anéantit tous les efforts de pêche durable. Donc, à l'UNOC, il va y avoir ce travail sur les pêches illégales. C'est un énorme sujet. Vous savez qu'il y a des flottilles de pêche chinoises avec des centaines de bateaux qui se massent en bordure des espaces maritimes, et y compris de la ZEE française à la Martinique et en Polynésie, parce que la France gère son espace maritime. Mais on n'a pas la même règle dans le monde entier. Donc ça, c'est un sujet de gouvernance mondiale de l'océan. Ce sera un sujet qui va être traité à l'ONU. C'est majeur pour l'alimentation de la planète. Vous avez 3 milliards de gens sur la planète qui dépendent directement ou indirectement de la pêche pour leurs protéines animales. Et donc, la bonne santé de l'océan, c'est vital pour l'humanité. Donc, est-ce que ça va marcher ? On l'espère. En tout cas, la France met des efforts dedans. Et je peux vous assurer que la Fondation de la Mer se bat, pas jour et nuit, mais en tout cas le plus d'heures possible par semaine pour que le sujet soit non seulement à l'agenda, mais que des mesures très importantes soient prises. Alors, peut-être que Charles, tu peux rajouter quelque chose sur la manière dont on peut faire boule de neige sur les bonnes pratiques que tu pousses, et peut-être dire un tout petit mot sur la politique commune des pêches, parce que vous savez que les eaux françaises, les eaux européennes ont été, entre guillemets, fusionnées au moment de la création de l'Europe. C'est une des 5 compétences de l'Europe. Et en fait, on peut pêcher, nous, Français, dans toutes les eaux de l'Union européenne. Et c'est pour ça que le Brexit a été un problème, parce que beaucoup de pêcheurs français allaient pêcher dans les eaux anglaises. Et on a des difficultés aujourd'hui pour le faire, et un vrai risque, après 2026, de ne plus pouvoir le faire. Mais voilà, Charles, tu peux peut-être dire un mot sur la boule de neige de la pêche côtière. Juste pour vous répondre, moi je pense qu'on est dans un moment de pause à la différence de l'agriculture, mais on a très peur qu'on soit rapidement dans un moment de régression. Je ne suis pas certain que l'UNOC travaille sur les questions que j'ai évoquées. En tout cas, s'il y a un engagement sur la pêche illégale, c'est très bien, mais je pense que sur le reste, aujourd'hui, je vois qu'on est très loin
de l'enjeu. Et le risque à court terme, il est clairement que la nouvelle mandature au Parlement européen, où la représentation politique n'est pas vraiment favorable au progressisme environnemental et social, que cette mandature rouvre une réforme. Et là, en fait, le peu de combat qu'on a réussi à gagner et quelques petites parties du texte historique de 2014 qui n'est toujours pas appliqué, mais qui sont quand même des avancées, risquent d'être détricotés. Donc là, gros sujet. Et après, je ne sais pas comment on fait boule de neige. Moi, ça fait 20 ans que dans tous les collectifs auxquels je participe, on essaye de se battre. Le seul truc que je constate, et malheureusement d'année en année, c'est que la pêche est sûrement trop petite pour faire peur aux politiques qui l'ont en charge, et qu'en fait, la plupart du temps, les secrétaires d'État, les ministres, les directeurs des pêches, le haut fonctionnaire en charge de ces questions-là, en fait, ont plutôt comme volonté que le temps de leur mandat ou de leur poste, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, la force des conservateurs de la pêche historique qu'on combat avec nos petits bras, eux, leur but, c'est le statu quo. Et en fait, la force qu'ils ont, c'est que la moindre crise, le port du Guilvinec, où il y a 3 pneus et 2 bateaux avec des banderoles, il y a toutes les télés qui déboulent, et le ministre ou la ministre, le secrétaire d'État, c'est encore le cas il y a 2 ans, risque sa peau. Donc en fait, il n'y a pas de volonté politique. La prise de risque pour les élus ou les hauts fonctionnaires, elle est trop grande au regard de l'enjeu de leur carrière et aussi de l'enjeu du secteur. En fait, je rappelle souvent, c'est que nous, on en parle, on vit tous de ce beau métier, on l'adore, mais en fait, il est tout petit. C'est 15 000 emplois, la pêche en France, il faut le rappeler, ça n'a rien à voir avec l'agriculture. C'est environ 2 milliards de chiffre d'affaires à la première vente. C'est l'équivalent de la tomate, souvent on le rappelle, enfin juste de la tomate. Voilà. Donc en fait, il y a aussi cette volonté, je pense que les politiques ont peur de se mouiller pour aussi peu d'argent, entre guillemets, aussi peu de postes et un aussi grand risque politique. Et clairement, si l'un d'entre vous a la solution pour les emmener vers de la volonté et de la prise de risque, je suis preneur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour à tous. J'avais une question pour Olivier Thébault. Sachant qu'il y a seulement 0,01% des aires marines qui sont réellement protégées en France et que l'on sait que c'est essentiel aujourd'hui pour notamment la pêche artisanale et que ça a des bénéfices évidemment socio-économiques. Comme disait Charles Brenne, il y a uniquement 15 000 emplois en France sur la pêche et que ça pourrait en créer beaucoup plus sans le chahutage de fond qui est malheureusement encore autorisé dans les aires marines protégées. Donc je voulais savoir si vous travaillez avec des politiques pour justement donner ces arguments socio-économiques pour avoir plus d'aires marines protégées en France et qu'elles soient réellement protégées. Merci. Alors, on travaille sur enfin, ça fait 20 ans, moi j'ai rejoint l'IFREMER fin des années 90. À l'époque, on avait des données pour quelques projets sur l'importance économique et sociale de la pêche, les coûts, les revenus, etc. Il y avait des projets ici et là qui avaient été faits, mais il y avait finalement assez peu d'informations en tendance. Et un des efforts qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années maintenant, c'était de justement commencer à collecter de l'information qui permette d'objectiver les coûts, les revenus et finalement les niveaux de performance économique des différentes flottilles de pêche dans leurs différentes catégories d'activité en tenant compte de la diversité des métiers, etc. On commence à avoir maintenant un recul. Ça a été construit et institué au niveau européen avec une directive qui oblige les États à produire ce type d'informations au niveau national tous les ans. Donc on commence à avoir des éléments qui permettent de cerner les niveaux de performance économique de différentes catégories de flottilles. Alors à des échelles toujours un peu trop agrégées, il y a des suivis un peu plus fins, par exemple dans les parcs naturels marins. On a des renforts d'échantillonnage, on ne peut pas suivre tout le monde, mais il y a un travail qui est fait pour essayer d'aller construire de l'information qui soit représentative à ces échelles-là des différents types d'activités pratiquées, etc. Et qui s'intéresse aussi aux dépendances de ces flottilles à différentes zones.
avec un problème de résolution spatiale. Comme vous l'avez dit, les aires marines vraiment fortement protégées, elles sont relativement petites aujourd'hui. Donc la question de quel est le niveau de dépendance économique de ces différentes flottilles, elle est liée à la qualité de l'information qu'on peut mobiliser pour informer ça. Mais c'est vraiment une des questions, à mon avis, qui est importante aujourd'hui, c'est d'arriver à améliorer la qualité de cette information-là pour apporter des éléments de connaissance à l'appui des discussions sur quels enjeux associés aux restrictions qui pourraient s'appliquer sur différents types d'activités. On parle beaucoup du chalut, mais les aires marines protégées, il y a tous les types de pêche potentiellement ont vocation à faire l'objet d'une réflexion sur la nature de leurs impacts, sur l'état des ressources dont elles dépendent. Il y a beaucoup de stocks côtiers, de ressources, enfin de populations côtières qui ne sont pas forcément si bien connues que ça. On manque d'éléments. Ces tendances sur le recrutement dont je parlais tout à l'heure, pour la moitié des ressources exploitées, on n'a pas d'infos, on n'a pas de connaissances suffisantes pour dire si ça va bien, si ça va mieux, si c'est en train de se dégrader. Donc en fait, il y a un besoin de connaissances, et ce n'est pas juste dans ces zones protégées, mais c'est ce que je voulais essayer de dire tout à l'heure, c'est à l'échelle de l'ensemble de l'espace exploité, puisque si on contraint l'activité dans certaines zones, la question immédiatement qui se pose, c'est mais qu'est-ce qui se passe si on déplace l'activité, si cette activité, elle se reporte sur des zones extérieures à celles qui étaient strictement protégées, du point de vue de l'écosystème, et puis évidemment du point de vue socio-économique, avec les risques de conflits qui peuvent émerger entre différents types de secteurs. Donc en fait, il y a ce besoin d'être capable d'apporter de l'information à des échelles qui soient, on va dire, de régions, et en intégrant la diversité des types d'activités. Donc oui, il y a des travaux qui sont menés sur ces dépendances aux zones, sur les impacts des engins. Vous avez un groupe de travail du CIEM, le Conseil international pour l'exploration de la mer, qui s'intéresse à cette question de la distribution spatiale de l'activité de pêche avec le chalut de fond et de ses impacts, et qui a montré que 90% de la production de certaines flottilles était associée à seulement 50% de la zone dans laquelle ils travaillent. Donc avec ce type d'information, on doit pouvoir clarifier les enjeux associés aux discussions sur le fait qu'on protège tel ou tel espace maritime pour les questions de protection de la biodiversité. Et justement, grâce à ces informations, est-ce que ça vous arrive justement de les transmettre aux politiques pour qu'ils prennent des décisions ? Les données que l'IFREMER produit, elles sont publiques, elles sont publiées, les diagnostics sur l'état des stocks, les rapports dont je parlais du CIEM, ils sont disponibles en ligne. Il y a aussi énormément de collaborations au niveau local. Il y a des collaborations entre des équipes IFREMER et des parcs naturels marins, les différents parcs naturels marins de métropole que je connais mieux, mais je pense aussi Outre-mer. Enfin, je ne veux pas m'avancer pour les Outre-mer, mais en tout cas, en Iroise, Arcachon, dans le golfe du Lion, il y a des collaborations régulières avec des chercheurs de l'IFREMER et les acteurs de la gestion de ces espaces-là. Donc, par ces mécanismes-là, du niveau international au niveau national et au niveau local, oui, il y a de la transmission d'informations. Ouais, juste pour compléter un peu la question sur l'effet boule de neige, moi je pense qu'on a un rôle à jouer d'interpeller. Là, vous allez aller certainement après une table ronde avec Claire Nouvian qui démontre qu'en fait, les mobilisations citoyennes, c'est ça qui fait que les politiques écoutent les scientifiques. Parce qu'au début, ils disent bon, on ne va pas s'embêter, les aires marines protégées, on ne va pas se prendre la tête. Donc je pense que interpeller, se mobiliser, ça vraiment, ça change les choses. Je pense qu'il faut une position un peu universelle et assez simple parce que le sujet, il est extrêmement complexe. Et celle, pour moi, qui aujourd'hui est la plus consensuelle, qui pourrait mobiliser à la fois société civile et à la fois pêcheurs artisans, c'est dire fin de la pêche industrielle, basta. Tous les bateaux au-delà d'une certaine taille à définir, à négocier, on n'en veut plus dans les eaux européennes ou à certaines conditions, ou très au large dans des zones où les pêcheurs artisans ne peuvent pas aller, comme disait Charles. Et une position qui soit assez simple parce que celle-là, elle arrivera à mobiliser à la fois des gens chez les pêcheurs, et elle mobilisera aussi côté de la société civile. Et ensuite, c'est notre rôle de consommateur. Pour moi, si vous vous inscrivez pas à Poiscaille en sortant de cette table ronde, vous arrêtez de manger du saumon, du cabillaud et des crevettes tropicales, les grosses gambas, du thon uniquement rouge pêché à la ligne. Et vous prenez la tête de tous les gens dans votre cercle en leur disant c'est pas bien, il faut que ça devienne pas cool de manger du saumon, il faut que ça devienne pas cool de manger des crevettes tropicales, et qu'à chaque fois qu'on a un cabillaud dans l'assiette, on se disait
t'es abusé, t'aurais pu acheter du merlu d'un pêcheur national ou local, en tout cas, c'est pas national, c'est surtout proche de chez nous, qui a des bons poissons. Donc, chercher des choses assez simples, peut-être un peu simplistes, mais ce sera une première étape qui nous donnera espoir qu'on peut, derrière, aller chercher des trucs plus ambitieux. Oui, c'était simplement pour vous rassurer que pour le thon albacore, tout est consommé en Martinique. Hein. Donc la tête, on n'a pas de problème avec ça, même les viscères, les abats, tout. C'est un très bon repas qu'on appelle le bouilloton. Je vous invite quand vous viendrez. Vous allez goûter, c'est hyper bon. Donc, je reviendrai sur la question de monsieur qui est parti. C'est vrai qu'au sein du parc naturel marin, il y a eu du travail de fait. Donc, on a eu des projets. C'était le projet Trace, qui consistait à... C'est une chercheuse, hein, Axel Le Faucheur, qui a travaillé sur des petits pièges avec des puces où les poissons égopsent. On regarde un petit peu leur trajet par rapport à la côte, et surtout sur les zones impactées par la chlordécone. Donc pour l'instant, on est encore en étude. On a parlé également de... Parce qu'en Martinique, on a quand même des zones de cantonnement, des zones de protection forte également, des réserves naturelles. Bon, c'est vrai que je me fais taper sur les doigts, mais nul n'est censé ignorer la loi, donc on ne pêche pas dedans. Et aujourd'hui, on a constaté que dans une zone de cantonnement qu'on a au large de Fort-de-France, plus ou moins aux Trois-Îlets, la zone de cantonnement des Ramiers, où il y avait vraiment une exploitation très forte au niveau de l'espèce. Et on s'est rendu compte que en moins de 2 semaines, plus de poissons, plus rien. Premier poisson qui réapparaît après 1 an et demi. J'avais bien compris que je ne pourrais pas rester en tant que nouveau président du comité des pêches comme ça. Donc je me suis fait taper par mon prédécesseur qui a 86 ans. Il continue à me taper sur les radios de Martinique en disant que je ne veux pas la zone. Mais aujourd'hui, on a un super projet sur la zone de cantonnement des Ramiers, avec des gros pros. On a quand même des plongeurs, des chercheurs également. Et on a constaté que les géniteurs, ils sont revenus. Donc, quand dans nos aires marines éducatives, on entend nos petits qui disent il faut lâcher le petit, vous avez le vieux de 86 ans, il dit je veux prendre le petit. Donc, voilà un petit peu des projets comme ça. Là, on a des géniteurs qui reproduisent, qui repeuplent un petit peu partout. Sur les zones style sur la côte Caraïbe, au nord Caraïbe, sur le Prêcheur, il y a une réserve Falco. Pareil. On devait débuter un programme à titre expérimental avec des professionnels. Mais bon, ils ont jugé bon de jouer au caïd. Donc, tout de suite, on a récupéré un petit peu tout ce qu'il y a à faire parce qu'il faut quand même respecter la loi. Ça fonctionne super bien. Sur la réserve de Caravelle, donc avec la direction de la mer, on a fait en sorte d'enlever tous les bateaux qui étaient au mouillage forain parce que c'est un truc pas possible en Martinique. Des zones de mouillage organisées, non organisées, tout le monde vient, on ancre, on tire sur les herbiers natifs, enfin, du n'importe quoi. On a réussi, grâce au parc naturel marin de Martinique, à stopper une zone de mouillage organisée par rapport à des préconisations et des recommandations. Même le président de l'EPCI s'est dit en 20 ans de politique, il n'a jamais connu ça, mais bon, il fallait qu'il y arrive, qu'il comprenne qu'on n'est pas dans le parc naturel marin de Martinique, nous ne sommes pas là pour... Nous ne sommes pas en tant que donneurs de leçons, nous sommes là pour accompagner. Et surtout pour éviter les conflits d'usage. Donc aujourd'hui, quand vous avez des baigneurs, des world watchers, vous avez des pêcheurs, il faut que tout soit harmonisé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire une destination Martinique avec un système économique et puis on ne règle pas tout. Donc aujourd'hui, on a bien fait les choses au sein du parc. On tape bien du poing, surtout sur le volet assainissement. C'est surtout le volet assainissement là, actuel et le sujet des zones de mouillage organisées. Mais je dis quand même, c'est de bon augure. Ça porte ses fruits politiquement, contrairement à ici. Ça porte ses fruits puisqu'ils ont très très peur du parc naturel marin. J'ai vu que nous nous sommes fait taper dans l'Hexagone, mais en Martinique, je peux dire que ça va parfaitement bien et ça évolue. Oui, moi je voulais rebondir sur le rôle des consommateurs, et notamment les informations pour les consommateurs, et comprendre comment ça se fait que ça soit aussi compliqué pour le consommateur de s'y retrouver. Alors entre les techniques de pêche, là j'ai beaucoup mieux compris, mais chaque fois je suis un peu perdu quand je vais sur un étal.
que ce soit sur les appellations sauvages, pas sauvages, c'est déjà pas évident. Parce qu'en plus, parfois, c'est sauvage, mais avec des techniques de pêche différentes de celui qui n'est pas sauvage. Et puis, sur les labels de pêche durable, où là, il y a plein de labels. Et il y a eu pas mal de débats pour dire qu'en fait, il y a des labels de pêche durable qui ne sont pas en fait de pêche durable, et ainsi de suite. Donc, comment ça se fait qu'en fait, on n'ait pas une information qui soit lisible pour le consommateur? Vas-y. Alors déjà, si ça peut vous déculpabiliser, moi sur les plans de pêche, mon bureau, parce que quand on achète en direct avec les pêcheurs, on déclare sur Visiomère, et donc on met la zone de pêche dans laquelle ça a été pêché. J'ai commencé à faire ça il y a quelques années, et j'ai vite compris qu'il me fallait un grand poster avec les zones devant mes yeux, parce que sinon je suis incapable de vous dire dans quel endroit il a été pêché. Donc ça déjà, ça reste un souci. Après, je ne veux pas polémiquer, mais je pense qu'il y a des gros enjeux en France avec des gros bateaux qui partent pendant des mois ou des campagnes de 2-3 semaines pêcher. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop intérêt à les différencier du petit codier. Voilà, c'est encore une fois, c'est de la prise de position. Et pour finir, après, sur les labels, je pense qu'on est au jour zéro. Là, il y a tout à faire parce que rien n'est réellement fait. Et c'est pareil quand on parle des labels d'aquaculture qui, eux, ont essayé d'engranger le pas un peu avant. Au final, en aquaculture, vous nourrissez quand même avec des farines de poisson. Donc tout à l'heure, je faisais la petite boutade sur les croquettes du chat. Mais au final, voilà, on en revient au même, on en revient à des bateaux. On disait qu'on ne pouvait pas aller en Angleterre. Moi, j'ai la version aussi que les Anglais, ils viennent au large des côtes bretonnes avec ces énormes bateaux chaluts là, qui raclent tout. Et au final, c'est les tout petits poissons qui n'ont même pas le droit d'être pêchés qui finissent en poudre à poisson. Enfin voilà. Du coup, tout est très très flou. Mais je pense que Olivier a plein de bonnes idées qu'il ferait faire pour les labels ou je sais pas. Donc oui, l'information du consommateur, il faut tout revoir. Les labels, ils sont tous améliorables. Il vaut mieux avoir un label que pas de label. Mais quand on est un consommateur devant un étal de poissons, on ne sait pas quand le poisson a été pêché. C'est pas très clair de savoir où il a été pêché ni comment il a été pêché. Donc il y a un sujet entier à mettre sur la table. Alors, comme il est l'heure, je voudrais juste conclure avec un petit mot pour vous encourager à vous abonner à Poiscaille. Je pense que vous avez compris. Vous encourager à aller dîner ou déjeuner chez Nolwenn. Vous encourager, si vous voulez soutenir la biodiversité marine, à soutenir la Fondation de la Mer. Vous encourager à lire les études de l'Ifremer. Alors c'est très technique, mais franchement, allez-y. Vous invitez en Martinique, donc la plus belle île de France. Et puis à aider Charles et Pleine Mer à accompagner la transition de la pêche côtière française. Merci beaucoup.